Le long voyage de l'âme, Graça Machel, l'histoire inédite de l'épouse de Nelson Mandela. Ce jour-là, lorsque Nelson Mandela posa pour la première fois le pied sur le sol mozambicain, Graça Machel se dit silencieusement qu'elle devait être présente. C'était une intuition, un murmure de l'histoire qui les unissait déjà, même s'ils ne le savaient pas encore. Des années plus tard, à 79 ans, elle permit enfin au monde d'entendre son histoire, non pas comme la veuve d'une icône mondiale, mais comme la femme qui se tenait à ses côtés. Elle avait vu sa fragilité et elle avait compris l'homme derrière le mythe. Pendant des décennies, elle resta silencieuse, observant le monde vénérer l'homme légendaire, Madiba. Mais aujourd'hui, Graça brise ce silence, levant le voile sur un mariage qui en surprit beaucoup, supporta les doutes et révéla finalement des vérités longtemps murmurées mais jamais confirmées. Une histoire d'amour unique, qui ne fut pas le début d'un conte de fées, mais l'aboutissement de 2 vies de combat. Quand 2 titans se sont rencontrés. La rencontre entre Nelson Mandela et Graça Machel n'était jamais destinée à être le début d'une histoire d'amour. Au milieu des années 90, tous 2 étaient déjà des vétérans usés par les combats de l'histoire. Mandela avait déjà quitté ses fonctions après un seul mandat en tant que premier président noir d'Afrique du Sud. Il était admiré dans le monde entier, salué comme un symbole de résilience après 27 années passées en prison. Son nom seul était un synonyme de liberté. Graça Machel, quant à elle, était une dirigeante redoutable à part entière. Née Graça Simbine dans le Mozambique rural en 1945, elle grandit orpheline après la mort de son père quelques semaines avant sa naissance. Elle s'est frayé un chemin à travers les écoles missionnaires, avait obtenu une bourse pour étudier à Lisbonne, puis était rentrée dans son pays natal pour rejoindre la lutte du Frélimo pour l'indépendance. En 1975, à seulement 30 ans, elle devint la première ministre de l'Éducation et de la Culture du Mozambique. Elle était aussi la veuve de Samora Machel, premier président du Mozambique, dont la vie s'était tragiquement terminée dans un crash aérien en 1986. Lorsque Mandela et Graça se rencontrèrent pour la première fois lors d'une conférence sur la paix et la réconciliation en 1990, la connexion fut discrète, presque imperceptible. Il n'y eut pas d'étincelle romantique, pas de démonstration publique. C'était plutôt une reconnaissance mutuelle, une complicité silencieuse. Tous 2 avaient mené des vies marquées par le sacrifice, l'exil, une perte insoutenable et la solitude du pouvoir. Ils parlèrent des droits des enfants, des espoirs fragiles de l'Afrique australe, et de l'éducation comme fondement de la liberté. Pourtant, sous cette conversation formelle, il existait un courant plus profond, une entente que seules 2 âmes qui connaissaient le prix du leadership pouvaient imaginer. Pendant des mois, ils restèrent en contact, discrètement. Des lettres furent échangées, des dîners partagés, mais toujours loin des regards indiscrets de la presse. Lorsque les rumeurs de leur relation commencèrent à circuler, le monde fut pris par surprise. Mandela avait presque 80 ans, un homme vénéré comme le sage de l'Afrique. Graça était plus jeune de 27 ans, toujours respectée comme femme politique et humanitaire. Pour beaucoup, leur union paraissait improbable, voire suspecte. Était-ce un amour véritable ou bien la convenance de 2 figures publiques habituées aux projecteurs? Les critiques ne les ébranlèrent pas. Mandela, après des décennies d'examens incessants, connaissait le prix de l'opinion publique et Graça, longtemps défini par ses mariages avec des hommes puissants, refusa de laisser les ragots dicter ses choix. Leur lien s'approfondit non pas sous les feux des projecteurs, mais dans la tranquillité du quotidien. Mandela trouva en Graça une partenaire qui lui offrait stabilité, intelligence et tendresse dans le crépuscule de sa vie. Elle découvrit en lui un homme qui, malgré son envergure mondiale, la traitait comme son égal. Le 18 juillet 1998, le jour de son 80e anniversaire, Nelson Mandela lui demanda de l'épouser. Leur mariage fut petit, privé, entouré de leur famille et de proches amis. Le monde extérieur explosa en frénésie médiatique, mais à ce moment-là, leur fondation était déjà inébranlable. Ce que les caméras ne captèrent pas, c'était la simplicité de leur amour, les éclats de rire nés de l'humour malicieux de Mandela et l'acceptation que la différence d'âge, le statut ou les spéculations ne pouvaient rien y faire. Comme Graça le dira plus tard, leur amour n'était pas construit sur l'illusion ou la dépendance,
mais sur le rare cadeau du respect mutuel, à une étape de la vie où tous deux comprenaient la véritable valeur de la compagnie. L'homme derrière le mythe. Au moment où Graça Machel devint l'épouse de Nelson Mandela en 1998, le monde avait depuis longtemps cessé de le voir comme un homme ordinaire. Pour beaucoup, il était intouchable. Lauréat du prix Nobel de la paix, père d'une Afrique du Sud libre, symbole dont la simple présence apaisait les nations. Pourtant, Graça découvrit quelque chose de bien différent. Une fois les discours terminés, une fois les caméras éteintes, une fois les portes fermées, à la maison, Mandela n'était pas le mythe. Il était l'homme qui la taquinait sur sa cuisine, qui laissait ses chaussettes éparpillées dans la chambre, qui insistait pour lire les nouvelles à voix haute chaque matin, même lorsque sa vue faiblissait. Il était parfois têtu, refusant d'utiliser les appareils auditifs prescrits par les médecins. Il les repoussait d'un geste, affirmant qu'il allait bien et Graça riait doucement avant de l'inciter à les remettre. Dans ces instants, elle comprit que sa discipline légendaire ne s'appliquait pas toujours aux petits détails du quotidien. Il portait avec lui les cicatrices de la prison, visibles et invisibles. Graça se souvenait que parfois la nuit, le sommeil le fuyait. Les souvenirs des camarades morts derrière les barreaux, des éclairs de violence, le poids des choix faits en tant que leader revenait silencieusement. Il n'avait jamais regretté de n'avoir effectué qu'un seul mandat comme président, mais il se demandait à voix haute s'il avait eu le temps de réparer suffisamment ce qui était brisé. C'était une facette de Mandela que peu avaient vue, un homme qui doutait encore, qui luttait encore avec le prix de ses décisions. Et pourtant, il avait aussi un humour juvénile qui adoucissait ses nuits lourdes. Graça décrivait souvent son rire, le vrai, pas le profond éclat préparé pour les visites d'État, mais le rire un peu bête qu'il réservait à la maison. Il lançait de petites blagues, la taquinait et trouvait de l'amusement dans les choses les plus ordinaires. Pour un homme que le monde voyait comme du granit, Graça le connaissait comme joueur, doux, parfois même fragile. Leur vie privée ensemble n'était pas faite d'illusions ou de grandeur. Elle était marquée par de longues conversations dans le jardin, des repas partagés et une complicité tranquille. Une femme qui se tenait debout par elle-même. Bien avant que son nom ne soit lié à celui de Nelson Mandela, Graça Machel s'était déjà taillé une place dans l'histoire. Née dans le Mozambique rural en 1945, elle entra dans le monde dans des circonstances tragiques. Son père était mort seulement 17 jours avant sa naissance. La plus jeune de 6 enfants, elle grandit avec une conscience aiguë des inégalités, confrontée aux limites imposées aux filles dans l'Afrique coloniale. Pourtant, dès son plus jeune âge, elle refusa d'accepter ces barrières. Graça obtint une bourse pour étudier à Lisbonne au Portugal, une opportunité rare pour une femme noire à l'époque. Là, elle s'immergea dans les langues, apprenant l'allemand, le portugais, le français, l'espagnol, l'italien et son xitonga natal, et devint politiquement active dans des groupes étudiants de résistance. Ces années à l'étranger la radicalisèrent. Elle vit de près l'arrogance du pouvoir colonial et rentra chez elle déterminée à contribuer à son démantèlement. En 1974, elle rejoignit le Frelimo, le mouvement de libération du Mozambique, et travailla comme institutrice tandis que la lutte pour l'indépendance faisait rage. Lorsque le Mozambique obtint enfin son indépendance en 1975, Graça fut nommée ministre de l'Éducation et de la Culture à seulement 30 ans, devenant ainsi la première femme de l'Afrique indépendante à occuper un tel poste. Elle releva un défi immense. En quelques années à peine, sous sa direction, le taux de scolarisation explosa, passant de moins de 50% à plus de 90% pour les garçons et 75% pour les filles. Elle lança des campagnes d'alphabétisation, ouvrit l'accès aux zones rurales et fit progresser l'éducation des filles, transformant le pays presque du jour au lendemain. Son premier mariage avec Samora Machel fut autant une union d'idéaux qu'une union de cœur. Ensemble, ils rêvaient de remodeler un pays tout juste libéré. Mais la tragédie frappa en 1986 lorsque Samora mourut dans un crash aérien. Devenue veuve avec 2 jeunes enfants, Graça aurait pu aisément se retirer de la vie publique. Au lieu de cela, elle élargit son action à la scène internationale. Elle devint une avocate mondiale de premier plan pour les enfants et les réfugiés. Son rapport révolutionnaire pour les Nations Unies sur l'impact des conflits armés sur les enfants fut le premier du genre.
Elle reçut des distinctions internationales et devint une voix incontournable pour les droits des femmes et l'autonomisation des jeunes. En 2007, elle cofonda The Elder avec Mandela et Desmond Tutu, s'attaquant aux crises mondiales. Graça a souvent été claire sur un point: je ne me définis pas par les hommes que j'ai épousés. J'ai aimé de grands hommes, mais je ne deviens pas grand dans les aimants. J'ai ma propre histoire. Le long adieu et le récit rectifié. Au fil des années 2000, la santé de Nelson Mandela commença à décliner. Pour un homme qui avait enduré des décennies de travaux forcés en prison, le poids physique de l'âge était inévitable. Graça Machel, qu'il avait autrefois vu marcher avec assurance sur les scènes mondiales, se tenait désormais à ses côtés tandis que son corps le trahissait peu à peu. Elle se souvenait de l'étincelle dans ses yeux qui commençait à s'éteindre, de cette voix autrefois puissante qui s'affaiblissait. En 2009, elle confia à une chaîne sud-africaine avec une douleur contenue: cet esprit, cette étincelle, vous voyez qu'elle disparaît? Elle comprenait que cela faisait partie de la vie, mais cela la faisait souffrir profondément. La réalité privée était plus dure que ce que le public pouvait imaginer. Mandela, autrefois défini par sa résilience, s'irritait de sa propre fragilité. Il résistait à l'aide, insistait pour marcher sans assistance et écartait les inquiétudes des médecins. Graça, patiente mais ferme, devait souvent équilibrer sa fierté et son bien-être. Aux yeux du monde, il restait le vieux sage souriant. Derrière les portes closes, il était un mari vieillissant qui oubliait parfois des noms et avait besoin d'être rassuré. Lorsque la Coupe du monde de la FIFA arriva en Afrique du Sud en 2010, Mandela était déjà affaibli. Des millions de spectateurs dans le monde entier virent à la cérémonie de clôture où Graça soutenait délicatement son bras, le guidant doucement à travers ce moment. Pour elle, ce n'était pas un geste symbolique, mais un acte d'amour pratique. Elle était son ancre, le maintenant stable à mesure que ses pas ralentissaient. Puis vint le 5 décembre 2013. Mandela mourut à l'âge de 95 ans. Le monde entier entra en deuil. Mais pour Graça, le spectacle du deuil public semblait étrangement creux. Elle se tenait auprès du cercueil dans un silence digne, observant des dirigeants qui avaient à peine connu son mari rivaliser d'éloquence pour le louer. Pour elle, Mandela n'était pas la figure de la réconciliation sanctifiée devant les caméras. Il était l'homme qui embrassait son front avant de se coucher, qui plaisantait maladroitement à table, qui griffonnait des mots affectueux d'une écriture soignée. Le chagrin qu'elle portait ne pouvait être capturé par un théâtre politique. Après les funérailles, elle se retira de la vie publique. Pendant des années, Graça avait été la compagne et l'aidante de Mandela, mais dans l'imaginaire mondial, elle fut réduite au rôle de personnage secondaire, la veuve digne dans l'ombre du géant. Elle avait besoin de silence, non seulement pour faire son deuil, mais aussi pour retrouver son équilibre. Il fallut des années avant qu'elle ne s'autorise à parler ouvertement. Et quand elle le fit, ce ne fut pas pour démanteler l'héritage de Mandela, mais pour rectifier le récit. Nelson n'était pas parfait, admit-elle dans l'une de ses premières interviews franches. Il était bon, profondément bon, mais il luttait comme tout le monde avec son tempérament, avec la culpabilité du temps perdu avec ses enfants, avec le fardeau de devoir toujours être meilleur que les autres. Ces mots ne le diminuaient pas. Ils l'humanisaient. Pour Graça, séparer le mythe de l'homme n'était pas une trahison. C'était de l'amour. Elle voulait que le monde se souvienne de lui, non pas comme d'une statue de bronze, mais comme d'un mari qui trébuchait, qui doutait, qui vieillissait et qui, malgré tout, choisissait chaque jour la bonté. En fin de compte, l'histoire de Nelson Mandela et Graça Machel est une leçon de vie et d'amour. Elle nous rappelle que la grandeur n'est pas l'apanage des statues, mais qu'elle réside dans la persistance d'hommes et de femmes imparfaits. Et que les femmes, comme Graça, peuvent porter l'histoire sans être définies par les hommes qu'elles ont aimés.